Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des sciences et des techniques dirigé par Paul de Vels, assisté d'Étienne Chaudron. Diffusé en direct vendredi 12 avril 2013 de 18h à 21h. Il sera diffusé en différé samedi 13 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Jocelyn. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir chers auditeurs. Nous avons ce soir une émission, je pense, extrêmement passionnante. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir comme invité principal le professeur Philippe Even. Le professeur Philippe Even est à la fois professeur de médecine et biochimiste de formation. Il est ancien doyen de la faculté de médecine Necker, président de l'Institut Necker, professeur émérite des universités. Le professeur Philippe Even vous est certainement connu. Il a écrit tout un ensemble d'ouvrages et je n'en citerai que deux, parce que la liste est extrêmement longue. Je voudrais d'abord, en prélude, citer le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux. Ce livre a été écrit également par Philippe Even et Bernard Debré. Dans ce livre, les auteurs déclarent l'innocuité du cholestérol, l'inefficacité des statines et un gaspillage annuel de dépenses de santé de 2 milliards d'euros. Devant les réactions suscitées par cet ouvrage, le professeur Philippe Even a écrit un deuxième ouvrage dont le titre vous dira tout, et c'est essentiellement le sous-titre de l'émission. C'est « La vérité sur le cholestérol ». Et ce livre a un sous-titre. Il y a également, je pourrais donner, si vous voulez, des détails, mais je vais également en citer un second. Ce livre est associé à un autre livre, deux livres en fait, du professeur Michel de Lorgeril, qui est médecin cardiologue et chercheur au CNRS. Alors ce livre, le premier livre de monsieur Michel de Lorgeril, c'est « Dites à votre médecin que le cholestérol est innocent », édition Thierry Soucard en 2007. Et le second, qui est plus récent, c'est « Cholestérol, mensonges et propagande ». Et le sous-titre « Pourquoi les médicaments anti-cholestérol sont inutiles ? Comment l'industrie manipule les médecins ? Comment empêcher l'infarctus ?» Je pense que ceci est un vrai titre pour donner le détail de cette émission. Alors bien entendu, ce sont des livres qui sont disponibles, mais je voudrais aussi signaler que sur le sujet dont nous allons parler, il y a de très nombreux livres en anglais. Je citerai par exemple le livre de Roberts, The Truth About Statins, de Bowden et Sinatra, The Great Cholesterol Myth, le livre de Smith, The Cholesterol Conspiracy, et bien entendu, il y en a des tas d'autres. C'est-à-dire que c'est une littérature qui n'est pas unique, c'est quelque chose qui a pignon sur rue et ce n'est pas une invention. Alors, ce qui se passe, nous allons précisément vous expliquer pourquoi, en fait, le cholestérol tel qu'il fait l'objet du traitement d'un certain nombre de patients en France. Alors, pour simplifier, je pense que beaucoup de personnes savent de quoi il s'agit, mais je vais quand même le signaler dans le détail. Lorsqu'on va voir un médecin, il va vous faire un dosage du cholestérol, et alors nous parlerons du bon, du mauvais cholestérol par la suite, pour montrer que ça aussi c'est une espèce d'illusion d'une certaine façon. Et ensuite, il va vous dire s'il trouve que dans ce dosage, le taux de cholestérol est, selon des critères dont nous allons discuter la pertinence, trop élevé, il va vous prescrire des statines. Et ces statines sont administrées aujourd'hui à 24 millions d'Américains
et un nombre, je ne sais pas, il se situe entre 4,5 millions et 7 millions de Français. Je ne sais pas lequel est exact, mais c'est de cet ordre. Et c'est le deuxième rang, c'est au deuxième rang des dépenses de médicaments en France, et ça représente 2 milliards d'euros. Qui est une somme tout à fait énorme. Et nous allons en fait vous montrer que la plupart de ces dépenses, ou presque toutes, sont en fait inutiles. Alors c'est quand même un sujet important et il faudrait d'abord se poser la question comment toute cette machine du cholestérol a démarré. Mais là-dedans, nous allons intercaler ça. Je vais vous parler des années 50 où l'influence du cholestérol a été étudiée avec des modèles qui, en fait, n'ont pas fait véritablement apparaître les bonnes responsabilités dans les maladies cardiaques. Et toute cette histoire est un peu une espèce de roman policier. Mais avant cela, je pense que le professeur Philippe Even voudra certainement nous dire ce que c'est le cholestérol, à la fois d'un point de vue chimique, et vous montrer que ce n'est pas du tout ce que l'on croit. Professeur Philippe Even. Oui, quand on apprend à connaître le cholestérol, on est immédiatement passionné, fasciné par cette molécule, qui est certainement la plus importante de toutes les molécules qui permettent la vie, après, naturellement, la double hélice du célèbre ADN qui contient tous nos gènes. Mais aussitôt après, il y a le cholestérol. Mais c'est quoi le cholestérol ? Le cholestérol, c'est un cristal magnifiquement construit, symétrique, en 3 dimensions, c'est d'où le mot stérol. Et comme il a été découvert dans la bile, colé veut dire bile, d'où le nom de cholestérol, c'est une molécule qui a joué dans l'apparition de la vie et dans son maintien un rôle déterminant. Pourquoi ? La vie, c'est la possibilité d'un certain nombre de molécules, un grand nombre, de vivre en autarcie, protégée par une membrane qui la sépare du milieu aquatique qui entourait les cellules à l'origine de la vie il y a 2-3 milliards d'années. Sans cette barrière, il n'y a pas de possibilité de s'isoler et en quelque sorte de développer les fonctions de la vie, la prolifération, la reproduction, le mouvement, etc. Il y a donc 2 mondes, il y a le monde vivant dans les cellules et le monde inerte qui les entoure et dans lequel elles puisent tout ce qui leur est nécessaire et rejettent leurs déchets. Et ce qui permet cette séparation en 2 mondes, c'est une membrane de graisse. C'est quoi les graisses ? Il n'y a pas de définition bien claire, mais en gros, les graisses, c'est des molécules qui ne se mélangent jamais à l'eau. Ce sont des molécules insolubles dans l'eau. On dit des molécules hydrophobes, peu importe les mots. Pour que la vie apparaisse, pour protéger l'intérieur d'une cellule, il fallait une membrane qui, précisément, ne se laisse pas pénétrer par l'eau. Alors, ça a été une membrane de graisse. Mais il y a 2 catégories de graisse. Il y a ce qu'on appelle les acides gras, vous en avez entendu parler. Les acides gras, c'est de l'huile, c'est du beurre, c'est de l'oil, c'est-à-dire du pétrole. C'est notre carburant. Toute notre énergie, pour l'essentiel, on la tire des graisses que nous absorbons, qu'on brûle avec l'oxygène. C'est ça qui donne l'énergie, qui nous permet de nous mouvoir, de penser, toutes nos activités. C'est donc du pétrole, les graisses. Alors, c'est des molécules, la plupart d'entre elles, mal structurées. C'est des petites fils linéaires d'atomes, sans grand intérêt du point de vue de la beauté, si je puis dire, de la molécule. Elles sont faites pour être découpées en tranches et brûlées comme des morceaux de charbon dans une chaudière. Elles n'ont aucune cohérence entre elles. Il y a une molécule qui les réunit, qui les structure, qui les maintient dans un état de résistance et de robustesse pour former la paroi qui protège la vie. Cette molécule, elle s'appelle le cholestérol. C'est une molécule qu'on ne trouve d'ailleurs que dans le règne animal. Chez les bactéries, il n'y a pas de cholestérol. Et dans les végétaux, il y a d'autres stérols, mais ce n'est pas le cholestérol. Alors justement, vous insistez sur quelque chose de très important, c'est que le cholestérol n'est pas un poison, c'est une molécule absolument indispensable à la vie. Et d'ailleurs, nous allons voir plus tard que lorsque vous avez des personnes humaines
dont le taux de cholestérol descend à 1 degré trop bas, ces personnes meurent. C'est-à-dire, sans cholestérol, on ne peut vivre. Alors, tout le problème est d'essayer de voir comment en est-on arrivé à doser le cholestérol et à essayer de donner des règles permettant de dire que trop de cholestérol, rend cardiaque, par exemple. Alors, je vais vous répondre, mais j'ai pas tout dit. J'ai pas tout dit. Les graisses, c'est des combustibles, c'est de l'huile, ça brûle, ça se combine à l'oxygène, c'est oxydable. Le cholestérol qui les réunit n'est pas oxydable. Et il a joué un rôle fondamental. Parce qu'il y a 400 ou 500 millions d'années, l'oxygène est apparu sur Terre. Il n'y en avait pas avant, ou plutôt il était lié aux roches qui constituaient la planète terrestre. Et ce sont des petites bactéries, des petites algues, qui ont capté cet oxygène dans les roches et qui l'ont libéré dans l'atmosphère. Et là, sa concentration est passée de 1%, 10%, 21% comme elle l'est aujourd'hui. Et c'est cet oxygène de l'air qui nous permet aujourd'hui de vivre en brûlant nos graisses. Quel rôle a joué le cholestérol à ce moment-là ? Eh bien, il a protégé nos cellules, puisqu'ils formaient leur membrane, d'un excès d'action de l'oxygène. Il faut que nos auditeurs comprennent que l'oxygène est indispensable à la vie. Vous avez bien compris, ça nous fournit l'énergie. Mais il y a deux faces à l'oxygène. C'est dangereux aussi. On a bien vu ça il y a quelques années, quand on a mis les malades sous oxygène pur. Ils ne pouvaient plus respirer. Ça brûle. Et ça brûlait les poumons et ils sont morts de l'oxygène. Un sujet normal, homme ou souris, peu importe, mis sous oxygène pur en 3 jours, meurt dans tous les cas. L'oxygène est une chance pour la vie, parce qu'il a donné beaucoup d'énergie, mais il est aussi un risque, et il faut s'en protéger. Et c'était précisément ce qu'a réussi à faire le cholestérol de nos membranes. Il est complètement inoxydable, et il a protégé l'intérieur de nos cellules d'une oxydation qui aurait été mortelle. Donc vous voyez le rôle qu'il a joué. Il a permis à la vie de s'isoler en faisant la robustesse des membranes, et en plus, quand l'oxygène atteint les valeurs que vous connaissez aujourd'hui, que nous connaissons, il les a protégés d'un excès d'oxydation. C'est donc un deuxième rôle du cholestérol qui en fait une molécule tout à fait essentielle. Et puis s'il y a avec celle-là, alors les autres, je ne vais pas embêter vos auditeurs, mais je vous dirais qu'il y a toute une série d'autres fonctions. Par exemple, les cellules, elles communiquent entre elles. Dans un organisme, il faut bien qu'il y ait des communications entre les cellules pour coordonner leur action, avec des récepteurs, peu importe ce que sont ces récepteurs, mais ils sont plantés sur les membranes. Et ils sont plantés sur quoi ? Ils sont plantés sur le cholestérol. Pas de cholestérol, pas de récepteurs. Ça veut dire qu'ils contrôlent toutes les communications entre nos cellules. L'action des hormones, les actions immunologiques, les actions inflammatoires, la lutte contre l'oxygène, c'est un autre chapitre de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Tout ça n'est possible qu'à condition qu'il y ait des récepteurs, et ces récepteurs ne sont là que s'il y a du cholestérol. C'est vous dire qu'il faut une singulière naïveté biochimique pour les médecins d'imaginer qu'une molécule aussi essentielle pourrait être dangereuse. Il faut d'une très grande ignorance de la biochimie pour énoncer un concept comme celui-là. Ajoutez à ça que le cholestérol est le précurseur de la cortisone, de nos hormones sexuelles mâles ou femelles, le précurseur de la vitamine D. C'est vous dire que ce n'est pas 2 ou 3 fonctions essentielles, c'est 10 ou 12 fonctions clés exercées par le cholestérol. Alors, dans ces conditions, il aurait fallu peut-être regarder à 2 fois avant d'en faire l'ennemi public numéro 1. C'est la question que vous avez posée. Comment ça a pu se faire ? Et là, on rentre dans une deuxième histoire qui n'est plus de la chimie et de la médecine. Ça se passe dans les années d'après-guerre, où on découvre l'importance des maladies artérielles. On le connaissait un peu avant, mais ce n'était pas au cœur des problèmes. Il a fallu la guerre, les autopsies qu'on a fait beaucoup plus à ce moment-là. On a découvert qu'il y avait des maladies artérielles qui se caractérisaient avant tout par ce qu'on appelait des plaques, disons des cicatrices fibreuses, à l'intérieur de nos artères. On a parlé de plaques d'athérome. Athérome veut dire bouillie. C'est vrai que ça ressemblait un peu de la bouillie crasseuse et dure à l'intérieur des parois artérielles. Et là,
On a regardé ce qu'il y avait dans les plaques, on les a coupées, elles étaient jaunes à l'intérieur. Si c'est jaune, c'est de la graisse. Vous voyez, c'est des raisonnements très médicaux, pas très scientifiques. Hein. Et quand on a su doser le cholestérol en 1936, on a regardé quelle graisse il y avait. Comme c'était la seule qu'on savait bien doser, on a trouvé du cholestérol. Allez, ça y est, on a la solution. La grande maladie artérielle, elle est due au dépôt de cholestérol. C'est un mythe qui est fondateur, mais qui remonte aux années 50-55. C'est seulement après qu'on a compris ce qu'était le cholestérol. Au début, tout ce que je vous ai raconté sur le cholestérol au début, sur son importance, sur sa beauté d'une certaine façon, on ne le savait pas. Ça, c'est des connaissances des années 80 à 2000. De sorte qu'entre 50 et 80, le cholestérol, c'était une graisse, et on la trouvait dans les lésions de l'athérome, dans les plaques, et donc il y avait tout lieu de penser que c'était la cause des plaques. Et ce mythe, il est toujours présent aujourd'hui. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites, qui ont tenté de démontrer. On n'a jamais réussi à reproduire l'athérome avec le cholestérol. Oui, alors, allez-y, monsieur. Rappelez qui nous sommes. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des sciences et techniques, animé par Paul de Vels sur le thème du cholestérol. Nous recevons aujourd'hui le professeur Philippe Even, ancien doyen de la faculté de médecine de Necker, président de l'Institut Necker, professeur émérite des universités et biochimiste de formation. Auteur de La vérité sur le cholestérol, édité aux éditions du Cherche-Midi en 2013. Très bien. Alors, je voudrais revenir un peu sur cette responsabilité, parce que la responsabilité, vous dites très simplement qu'en 1950, on cherchait à soigner les maladies cardiaques, on a trouvé du cholestérol dans les plaques d'athérome, et on a dit que c'était en fait le coupable. Bon. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des statisticiens. Vous savez, je suis statisticien et je voudrais un petit peu regarder quelle est la responsabilité des statisticiens qui est réelle dans la culpabilisation du cholestérol. Alors, il y a une étude qui est très célèbre, qui d'ailleurs est toujours en cours, c'est la fameuse étude de Framingham. Framingham est une petite ville proche de Boston, où dans les années 1950, les Américains ont commencé une gigantesque étude épidémiologique, qui d'ailleurs est toujours en cours, si je ne m'abuse. Et cette étude épidémiologique cherchait à voir l'influence des différentes données d'observation, qu'elles soient nutritionnelles, qu'il s'agisse du mode de vie, du poids, de la tension artérielle et des indicateurs chimiques, dont le cholestérol, sur l'incidence de l'infarctus. Et ces analyses ont été en fait très simplistes, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir si on pouvait imaginer qu'on voyait quelque chose sur les hommes jeunes. Eh bien, ces études ont donné l'impression que le cholestérol donnait une faible prédiction, c'est-à-dire plus le cholestérol était élevé, plus le risque semblait important, et curieusement, le sens était inversé pour les personnes de plus de 50 ans, ce qui veut dire que c'était très peu significatif et l'étude était non concluante. Alors, bien sûr, les personnes qui ont fait ça ont essayé de raffiner leur étude, et c'est là où ils ont trouvé une nouvelle technique, c'est celle de centrifugation du plasma, qui donnait en fait deux produits, c'est ce qui s'appelle le HDL et le LDL. Et le HDL, c'est High Density Lipoprotein, c'est-à-dire lipoprotéine à haute densité, et LDL, c'est le Low Density, c'est-à-dire à basse densité. Et ces particules transportent les lipides, et à ce moment-là, ils ont pu distinguer deux types de cholestérol, puisque c'est HDL et LDL contenaient tous deux du cholestérol. Alors le cholestérol, c'est une seule et même molécule, il n'y a pas un bon et un mauvais, il est unique. Mais il est transporté dans des vecteurs, qui sont le HDL et le LDL, et apparemment, ils ont raffiné leurs études statistiques et ils ont cru voir une influence des HDL, mais pas des LDL. Et c'est à ce moment-là qu'est né le mythe, puisqu'il faut bien appeler ça un mythe, du bon et du mauvais cholestérol. Et nous allons voir tout à l'heure que toutes ces études statistiques étaient, la plupart d'entre elles, basées sur des modèles faux, et qui ont été complètement démontrés. Enfin, on a démontré par la suite qu'ils étaient faux, et néanmoins, ça a donné lieu à un mythe, n'est-ce pas? Le bon et le mauvais cholestérol, lorsque vous allez voir des gens, ils vous diront « mon bon cholestérol est bien dosé, mon mauvais cholestérol, je cherche à le réduire ». Enfin, c'est comme ça que c'est né, je suis... Absolument.
Alors, si vous voulez, bien sûr, après, eh bien, ça a donné lieu à toutes sortes d'études, on pourra revenir sur celle-ci, mais surtout, ça a défini ce qui s'appelle le Framingham Risk Index. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui permet de calculer un index de risque, qui, je le répète, est essentiellement faux du point de vue statistique et réel, et qui fait intervenir l'âge, le poids, la pression artérielle, le bon, entre guillemets, cholestérol, le mauvais cholestérol, et qui calcule un risque de décès par maladie cardiovasculaire à 10 ans. Et ce Framingham Risk Index, ou ses avatars, sont essentiellement ceux qui sont utilisés aujourd'hui par les médecins pour prescrire du cholestérol. Est-ce que je me trompe? Oui, en gros, c'est tout à fait l'histoire qui s'est passée. Hein. Vous avez même... Vous l'avez dit, mais avec beaucoup d'indulgence, parce que l'étude Framingham n'a pas montré du tout de lien entre le cholestérol et la mortalité cardiaque. Et pourtant, quand l'index a été publié des années après, on a vu le cholestérol retenu comme un facteur de risque absolument sans preuve. C'est très bien raconté par Michel Delorgeril et ça a été découvert par un journaliste américain qui s'appelle Gary Taubes, qui a réussi à se procurer les données originales de Framingham et qui a mis sur la table cette discordance. Les données ne montrent pas de responsabilité du cholestérol, mais l'index, présenté aux médecins pour les aider à prescrire, introduit le cholestérol dans les facteurs de risque. Donc, au départ, vous avez une étude statistique qui est mal faite, qui ne démontre rien, et qui aboutit de façon complètement artificielle à culpabiliser un produit qui, en fait, que nous allons le voir, n'intervient en rien dans l'influence, disons, dans les risques de décès. Alors, ceci, il faut un petit peu qu'on continue ce développement, et naturellement, si on regarde la suite, alors vous avez des études qui ont été faites, et je citerai l'étude de Rosetto, qui a été faite en Pennsylvanie en 1964, et là encore c'est excellemment bien raconté dans votre livre, professeur Even, ainsi que dans celui de Michel Delorgeril. Et cette étude de Rosetto concerne essentiellement, comme c'est en Pennsylvanie, vous savez, la Pennsylvanie est à l'est des États-Unis, il y a beaucoup d'habitants d'origine italienne ou émigrés. Et ces personnes étaient caractérisées par une forte consommation de graisse animale, du jambon, et ils avaient un très haut taux de cholestérol. Et on a constaté sur cette étude que ce taux de cholestérol n'influençait en rien le risque d'infarctus. Alors cette étude a été bien archivée. On a constaté que non seulement le cholestérol n'influençait pas le risque d'infarctus, mais ça contredisait complètement l'analyse de Framingham, et cette étude a été écartée, complètement analysée. Bon, mais ça continue. Alors vous avez par exemple, toujours dans la suite, la fameuse étude, alors celle qui a été véritablement utilisée, c'est l'étude dite des 7 pays. Cette étude des 7 pays a fait intervenir les USA, la Finlande, la Hollande, l'Italie, la Grèce, la Yougoslavie et le Japon. Et a été faite par un statisticien, que je pense que c'est aussi un médecin d'ailleurs, qui s'appelle Ansel Keys. En fait, on a trouvé qu'il y avait des très grandes disparités. Alors, par exemple, le cholestérol, le taux de cholestérol semblait avoir un effet positif, c'est-à-dire accroissant les risques de mortalité aux USA et en Finlande, et en Grèce et au Japon, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement des résultats extrêmement contradictoires. Alors bien entendu, comme c'était fait par des Américains, les Américains s'intéressent surtout à eux-mêmes. Ils ont dit, bon, le Japon, on s'en fiche un peu. La Grèce, ce sont des gens qui sont des Méditerranéens du Sud. Et puis, en fait, on prend plutôt l'hypothèse que le cholestérol influence négativement le risque. Alors là, on a fait apparaître également l'effet des graisses saturées, les graisses monoinsaturées, et là encore, ce sont des études complètement contradictoires. Alors, vous en avez des quantités d'autres. Je citerai l'étude MRFIT, qui a été faite en 1973, Multiple Risk Factor Intervention Trial, je dis ça, alors bien entendu je devrais mettre une amende à l'infini mais parce que j'utilise des termes anglais, mais peu importe, ça a été fait aux États-Unis, qui a fait intervenir 362 000 Américains.
Alors là où la chose est intéressante, c'est qu'il y avait 12 000 Américains qui étaient des personnes de nature obèse et qui avaient un taux de cholestérol extrêmement élevé, dépassant plus de 3 grammes par litre. Alors parmi ces 12 000 Américains avec un très fort taux de cholestérol, vous avez 6 000 qui ont été laissés tels quels et 6 000 qui ont reçu un traitement contre le cholestérol. Cette étude a coûté 115 millions de dollars et a duré 7 ans. Et en 1982, on a constaté qu'il n'y avait aucune différence entre les groupes, si ce n'est que le régime anti-cholestérol accroissait de façon assez nette la mortalité. Alors, là encore, si vous voulez, c'est très curieux de voir qu'avec ces études, qui sont contradictoires, qui ne donnent rien. Et pourquoi sont-elles contradictoires? Vous allez me dire, c'est intéressant de se poser la question. Alors tout à l'heure, si vous voulez, je vous ferai un petit cours de statistique, mais bien entendu, je ne suis pas venu pour ça, pour vous expliquer d'où ça vient. Mais ceci, en fait, ça a quand même abouti à une religion du cholestérol. Ouais. Professeur Even. Je suis très content que vous ayez fait cette analyse, parce que vous êtes statisticien, et que vous donnez ainsi du crédit à Michel Delorgeril et moi, qui avons analysé chacune de ces études, et nous sommes arrivés à la même conclusion. Elles ne prouvent à rien en faveur de la culpabilité du cholestérol, et même quelques-unes d'entre elles laissent des indices, des raisons de penser que la problématique pourrait être inverse. Mais il y a une étude dont vous n'avez pas parlé encore, et pour moi, elle est au cœur du problème dont nous parlons. Parce que c'est une étude qui a été volontairement falsifiée pour agrandir les prescriptions de cholestérol, agrandir le marché. C'est l'étude qui a été menée par un organisme de statistiques très connu dans le monde, qui est à Oxford. Ah oui, j'allais y venir. Oui. Ah bah alors si vous allez y venir... Non, mais attendez, je voudrais que vous en parliez, parce que c'est une étude agrégée. Elle a été faite, c'est une méta-analyse. Oui, une méta-analyse. Méta-analyse, pour moi, c'est des salades mixtes, où quand on fait toute une série de petites études, on trouve des fois des différences. Mais il y a trop peu de cas pour que ça soit statistiquement significatif. Alors on dit, c'est facile. On va les rassembler toutes ensemble, et je crois que dans l'étude dont on parle là, il y a 61 ou 64 études réunies. Alors évidemment, le nombre de cas étant beaucoup plus élevé, on atteint, comme on dit, une puissance statistique plus grande. Oui, alors c'est là, si vous voulez, vous me poussez dans mes retranchements, puisqu'on est en plein cœur de la statistique. Alors cette étude est précisément, c'est le Prospective Studies Collaboration, le PSC, qui a été l'agrégation, moi j'ai un chiffre de 61 études de 21 pays. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étude est d'abord une étude pas très honnête. C'est-à-dire qu'elle a été faite par un organisme qui était une société écran d'un organisme privé. Cet organisme s'appelle le CTSU. Ce titre représente Cholesterol Treatment Studies Unit, et ça faisait partie du CTTC, Cholesterol Treatment Trialist Collaboration. Tout ça, ce sont des sigles qui dissimulent en fait des organismes privés. On peut dire leur nom, parce que là, ils sont parfaitement connue dans la littérature. Et c'est en effet une officine. Elle est financée par la grande société américaine Merck Sharp & Dohme, qui produit l'une des statines les plus vendues, par les sociétés anglaises Glaxo et AstraZeneca. C'est dit dans tous les articles scientifiques, c'est pas caché. Hein. Autrement dit, c'est un organisme qui s'est donné pour but, très clairement, d'élargir le marché du cholestérol. Et il avait un gros problème à régler, parce que les études que vous avez racontées tout à l'heure, que vous avez citées, elles montraient bien qu'il y avait une légère augmentation de la mortalité quand le cholestérol augmentait. Mais ça apparaissait au-delà de 2,60 g, 2,70 g. Et ça incitait les médecins à ne traiter, à n'utiliser les statines que chez leurs malades qui avaient au moins 2,50 g ou 2,60 g. La grande idée du CTSU d'Oxford, ça a été de remplacer les courbes par des droites. Mais oui, mais je vais y venir, et ça, si vous voulez, c'est de la statistique. Et alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que cet organisme dit le CTSU d'Oxford, ça laisse planer le fait qu'il soit lié à l'université d'Oxford, ce qui est naturellement complètement faux. C'est une gigantesque intoxication. Mais alors, là, je vais prier d'excuser
de m'excuser auprès des auditeurs parce que il faut que je fasse quelque chose d'un peu technique. Cet organisme a utilisé un outil statistique, d'ailleurs que vous appelez dans votre ouvrage la régression linéaire logarithmique, et qui est en fait appelée en statistique la régression logistique. Alors, je pense que toute personne qui a des connaissances minimales de mathématiques pourra comprendre de quoi il s'agit si j'en fais une description simpliste. On prend la probabilité P de décéder dans les 10 années qui viennent d'une maladie cardiovasculaire. Cette probabilité P est un nombre qui varie entre 0 et 1. 1, on est mort, 0, on est sans danger vital. Bon. Alors, si on veut essayer de représenter ce P, c'est quelque chose qui varie entre 0 et 1, et on le transforme par une fonction logarithmique. On prend le logarithme du rapport P sur 1 moins P, qui a l'avantage de transformer ce P en quelque chose qui varie entre moins l'infini et plus l'infini. Et on écrit une équation, et cette équation est intéressante. On écrit log de P sur 1 moins P égale A fois le taux de cholestérol plus B, plus une erreur. Et à ce moment-là, on évalue A et B en ajustant ceci, en essayant de faire des sommes de carrés sur les données en diminuant. Et alors, ce qui se passe, en fait, c'est que ce modèle est faux. Il est magistralement faux et il peut donner lieu à des erreurs monumentales. Pourquoi ? Parce qu'il postule dès le départ que la relation entre la probabilité P et le taux de cholestérol est monotone. C'est-à-dire, si A est positif, P va augmenter avec le taux de cholestérol. Si A est négatif, P va diminuer. Et si A égale 0, il n'y a pas d'influence. Or, le problème est le suivant. C'est que lorsque le taux de cholestérol est nul, on est mort, puisque c'est nécessaire à la vie. Et lorsque le taux de cholestérol est gigantesque, mettons 6, 7, enfin, on est certainement gravement malade parce que ce sont des taux qui dépassent ce qui est normal. Et donc, en fait, la vraie courbe qui a été découverte, et moi je l'ai faite, j'ai obtenu ces courbes par des méthodes de statistiques qui datent des années 2000, eh bien, c'est une espèce de courbe en U. Ça décroît très vite, lorsque le P en fonction du cholestérol décroît très vite vers une espèce de palier. Et ce palier varie, reste, il n'y a absolument aucune influence. C'est-à-dire dans ce palier, ça correspond à peu près à quelque chose qui va être de l'ordre de 1 à 3 pratiquement, de 1 gramme à 3 grammes par litre de cholestérol, à l'intérieur duquel on ne voit aucune influence. Ensuite, ça croît très lentement lorsque le taux de cholestérol augmente beaucoup. Et alors ce qui se passe, c'est que si on prend des personnes, un échantillon, qui est proche du cholestérol 0. Eh bien, si on utilise cette méthode, on va obtenir une courbe décroissante. C'est ce qui s'était passé dans la première étude de Framingham et de Philadelphie avec les personnes d'origine italienne de Pennsylvanie. Si on prend par contre les gens dans la partie droite, eh bien ça va monter et on obtient à peu près n'importe quoi. Et si on résume en fait toutes les données, on va obtenir des courbes où cette influence est extrêmement faible. Alors, ce qui se passe, c'est que, bien entendu, cette fameuse étude du CTSU et du CTTC a utilisé ce modèle, qui est faux. Donc, on peut obtenir n'importe quoi. Alors, c'est quand même hallucinant, vu du point de vue technique, qu'on décide de culpabiliser un produit comme le cholestérol à partir d'un modèle faux. Et on a investi des sommes considérables pour aboutir à ce résultat désastreux. Professeur Philippe Even. Désastreux pour les malades. Désastreux pour les malades, pour les finances publiques. Pas désastreux pour l'industrie pharmaceutique. Parce que ça lui a permis de dire le cholestérol n'est pas seulement dangereux quand il est élevé, mais même quand il est strictement à la norme, et même quand il est bas, parce que plus il augmente, plus le cholestérol augmente, plus la mortalité augmente. Donc il faut traiter tout le monde, même ceux qui ont un cholestérol normal. Oui. Et on a quadruplé le marché de vente. Et c'était le but de cette étude statistique financée par les laboratoires. Voilà. Alors on n'est pas encore venu aux statines, on va y venir. Est-ce que vous voulez qu'on appelle M. Postel-Vinet ou... Oui, parce que Olivier Postel-Vinet dirige le magazine mensuel. Présentez M. Postel-Vinet. Oui, c'est l'ancien directeur d'une revue très connue, qui est La Recherche, et qui actuellement dirige le magazine mensuel Books. Et son magazine a consacré tout son numéro de janvier
au problème du cholestérol, avant même que sorte mon livre. D'une certaine façon, il m'a coupé l'herbe sous le pied, mais bon, on a complété notre effort, au contraire. Et l'intérêt de Books, c'est que il s'est donné pour mission de publier en français les ouvrages ou les grands articles de la presse étrangère sur l'actualité du moment. Il ouvre les fenêtres dans l'information des Français, et en particulier, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le cholestérol. Vous les avez indiquées au début de l'émission dans d'autres pays, des livres qui sont parus, un numéro entier de Business Week qui était particulièrement intéressant sur ce sujet, et Books, dont c'est la mission qui s'est donnée, a mis sur la table tout ce qui se disait dans le monde pour soutenir la non-toxicité du cholestérol et l'inutilité des statines. Et il a montré de ce fait que Lorgeril et moi, nous sommes en apparence isolés dans le monde clos français, mais qu'il y a aujourd'hui, pensant comme nous, dans le monde, sur la côte Est, la côte Ouest, à Harvard, en Suède, en Norvège, dans tous les pays, des gens qui pensent exactement la même chose. Et qu'il s'agit maintenant, j'allais dire, d'imposer nos vues. Très bien. Alors, je vais, si vous le permettez, vérifier que M. Olivier Postel-Vinet est bien en ligne. Et si c'est le cas, nous allons lui donner la parole. Monsieur Olivier Postel-Vinet, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Alors, vous avez entendu également ce que disait le professeur Philippe Even. Oui. Il vous a présenté comme l'auteur de cette étude dans la recherche. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre travail et de votre travail d'éditeur et précisément de ces questions qui ont trait au cholestérol? Oui, avec plaisir. Books est un magazine dont l'ambition est d'éclairer les grands sujets d'intérêt général à partir des livres qui sont publiés dans le monde et d'articles que nous sélectionnons sur ces livres et dont nous rendons compte. Et j'ai été surpris de constater dans les recherches qu'on peut faire sur les livres qui paraissent le grand nombre de livres sur cette question du cholestérol, livres néanmoins pas recensés en général par la grande presse et par la presse de qualité. Ce sont des livres un peu marginaux, mais leur nombre m'a étonné et avec l'aide d'un ou deux amis, dont d'ailleurs Philippe Even, j'ai commencé à rechercher ce qu'il pouvait y avoir derrière. Et moi-même, je suis journaliste scientifique, j'ai longtemps dirigé le magazine La Recherche, et j'ai été surpris de constater qu'en dépit d'une assez longue expérience de journaliste scientifique, je n'avais jamais vraiment entendu parler de cette question du cholestérol, sauf comme tout le monde, comme un danger public. Et donc j'ai commencé à chercher, et mon attention a été attirée par un article très intéressant, publié en 2008, donc il y a déjà quelque temps, par Business Week. Business Week, c'est le principal ou l'un des principaux magazines du monde des affaires aux États-Unis. Et il s'agissait d'une enquête qui a fait la une du journal et qui mettait en cause de manière assez claire le dogme principal sur le cholestérol. En fait, ce qu'a fait ce journaliste, qui était le grand journaliste scientifique de Business Week à l'époque, c'était de parcourir, de sillonner les États-Unis, d'aller de laboratoire en laboratoire, de chaire en chaire, et d'interroger les chercheurs et des médecins de haut vol, des cardiologues, sur ce qu'ils pensaient réellement du rôle du cholestérol dans la maladie cardiovasculaire. Le prétexte de l'article, c'était un essai clinique dont les résultats avaient été retenus de manière surprenante par le laboratoire qui les avait faits, dont on attendait donc les résultats avec impatience, et résultats qui se sont révélés consternants pour l'industriel quand ils ont finalement été révélés à la demande du Congrès américain. J'ai constaté à cette occasion que le Congrès américain, comme souvent, c'est une chose qu'on ignore parfois en France, développe parfois des moyens, des méthodes extrêmement efficaces et parfois dures pour essayer de soulever des lièvres qui les intéressent. C'est ainsi que ils ont identifié des professeurs de psychiatrie dans des grandes universités américaines, y compris à Harvard, qui avaient été achetés par l'industrie pharmaceutique pour vendre des psychotropes
dans des conditions scandaleuses, y compris à des enfants, et en faire la promotion. Et donc, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un sujet sérieux. Donc, en tant que journaliste scientifique, moi, je suis pas médecin, je n'ai donc pas de compétences médicales particulières, mais en revanche, j'ai l'habitude d'essayer de creuser les questions qui me paraissent, des sujets qui me paraissent susceptibles d'ébranler des consensus. Je m'intéresse beaucoup aux questions du consensus. Qu'est-ce qu'un consensus? Comment un consensus, y compris scientifique, est formé? Et dans le cas du cholestérol, il m'est apparu petit à petit, avec pas mal de doutes au début, d'autant plus que je suis dans un milieu en partie médical, avec des cardiologues, des gens qui sont des médecins qui sont eux-mêmes sous statine. Donc petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai sujet. Il y a une vraie religion. C'est une sorte de religion. Alors en fait, à l'origine, c'était une croyance médicale qui a été entretenue et qui s'est fixée aux États-Unis par le concours de médecins ayant une grande surface médiatique, de chercheurs qui étaient payés dans le cadre de programmes extrêmement onéreux par les autorités américaines pour démontrer ou pour étayer la thèse préétablie. Donc au début, c'était simplement un mythe médical, sans intérêt industriel, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien de vraiment intéressant pour combattre le cholestérol. Mais ça a commencé au moment de la création des statines. C'est Merck. Non, ça a commencé bien avant. Ça a commencé dans les années 50. Et c'est le là que ça date. Ça a même en fait commencé, si on regarde l'histoire longue, de la fin des années 30. Mais le vrai début, c'est les années 50, et en particulier les études d'un Américain qui était célèbre parce qu'il avait conçu des rations pour les soldats pendant la guerre, qui s'appelait Ansel Keys, et qui a mené des études soi-disant objectives et scientifiques sur la relation entre le taux de cholestérol et la maladie cardiovasculaire dans différents pays. Il est aujourd'hui avéré que ces études étaient complètement bidons, mais elles ont pris, et de fil en aiguille, d'autres études ont été menées par des chercheurs qui étaient convaincus par la thèse. Et je vous assure, au début, l'industrie pharmaceutique n'était pas présente. C'est en fait la grande intelligence de l'industrie pharmaceutique, pour autant que je le comprenne, c'est à partir d'un certain moment de se greffer sur cette croyance collective médicale pour exploiter les nouvelles molécules dont ils avaient découvert l'efficacité pour réduire le taux de cholestérol, pas forcément pour réduire la maladie cardiovasculaire, c'est tout le sujet, mais pour réduire le taux de cholestérol, des médicaments effectivement efficaces, les statines. Mais ça remonte au début des années 90. C'est cela. Et avant, il y avait d'autres médicaments anti-cholestérol, oui, qui étaient, si je ne m'abuse, les fibrates. Oui. Alors, il y a en particulier le lipentil, si je ne m'abuse, les résines avec la cholestéramine, et qui ont été en fait abandonnées, parce qu'en 1984, ces résines ont constaté que, bien que sur une expérience portant sur 2000 patients, bien qu'on aboutisse à une baisse notable du taux de cholestérol, il y avait 68 décès dans les patients traités, 71 personnes dans les décès dans les témoins, ce qui n'est absolument pas différent. Et quant aux fibrates, eh bien, les essais de 78 ont montré que les médicaments introduisaient une surmortalité, c'est-à-dire qu'ils servaient à rien. Et véritablement, l'histoire qui nous intéresse commence à l'invention des statines. Hein, vous êtes bien d'accord? Oui, je vois que vous connaissez bien le sujet. Vous savez, bien, sans doute, vous avez certainement étudié ça de façon plus détaillée que moi, mais j'essaie de vérifier mes informations à l'aune des vôtres. Oui, en tout cas, l'une des choses qui m'a le plus intéressé, c'est ce phénomène c'est la façon dont l'industrie pharmaceutique a vraiment greffé son lobbying sur cette croyance préétablie qui existait déjà. Et je pense que c'est pas du tout un cas unique. Il est fréquent que l'industrie, que ce soit l'industrie pharmaceutique ou d'autres d'ailleurs, s'engouffre dans
l'exploitation d'une croyance collective bien étayée. Oui, mais on ne peut en fait accorder qu'une confiance extrêmement limitée aux publications. Vous avez des exemples connus de données qui ont été manipulées, et même une chose qui est connue, que là encore je vais utiliser un terme anglais, c'est des auteurs fantômes. C'est ce qu'on appelle le ghostwriting. Oui, ça Philippe Even a bien travaillé là-dessus aussi. C'est effectivement devenu une habitude tout à fait entérinée, une sorte de coutume invraisemblable dans les meilleures revues scientifiques internationales, celles où se publient en principe les meilleurs résultats après une soi-disant analyse par les pairs hyper rigoureuse. En fait, ont pris l'habitude de publier les articles importants concernant les résultats aux tests, en particulier sur les statines, mais c'est vrai dans bien d'autres domaines. En réalité, signé par un premier signataire. Vous savez, en général, il y a plusieurs signataires et il y a un premier signataire qui est considéré comme le leader. Eh bien, ce leader, il est souvent, et c'est tout à fait avéré, en fait, un porte-plume, quelqu'un qui a prêté son nom, un prête-nom, c'est quelqu'un qui a prêté son nom, moyennant finance, pour cautionner la validité d'une étude qui souvent, dont on a pu démontrer a posteriori qu'elle ne valait rien. Alors donc, ceci fait apparaître un gigantesque système de corruption des experts, des scientifiques, qui se font acheter en quelque sorte leur opinion. Et vous avez mis ça en évidence dans votre article, disons dans votre dossier de la recherche, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Les principales figures de proue de la science, entre guillemets, américaine sur les statines, sur l'efficacité des statines, sont en réalité, depuis des années et des années, payés par l'industrie pharmaceutique. C'est tout à fait établi. Là-dessus, il n'y a aucune contestation possible. Alors, dans ce cas-là, à la fin, quelles sont vos conclusions sur ce problème ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'on arrivera à convaincre, avec un lobbying pharmaceutique extrêmement fort et extrêmement agressif, c'est-à-dire les sociétés importantes achètent les revues, elles achètent les auteurs, elles achètent les experts, elles manipulent les données. Comment voulez-vous qu'un honnête homme arrive à résister à une telle entreprise ? Je pense que ni un honnête homme, ni un honnête médecin ne peut résister. Les médecins eux-mêmes sont, là je parle du cardiologue de base et a fortiori des généralistes. Vous savez que les généralistes sont les principaux prescripteurs de médicaments qui sont des spécialités, y compris les statines. Se laissent influencer par un système d'intoxication qui très efficace, puisqu'il passe par les visiteurs médicaux, il passe par les publications que ces médecins ont l'habitude de lire et qui ne lisent d'ailleurs souvent que en diagonale, les titres, les chapeaux, les résumés, sans aller, parce que simplement ils n'ont pas le temps aussi, ou pas le courage de le faire, ou pas la conscience professionnelle de le faire, d'aller lire le détail des choses. Donc je ne pense pas du tout que ni le public, ni les médecins, ni le corps médical puissent être influencés sérieusement par les analyses critiques qui peuvent paraître, comme le livre de Philippe Even ou comme ce dossier que nous avons publié dans Books. En revanche, ce qui va quand même finalement se produire, c'est en raison d'une part de la générication, pardonnez ce barbarisme progressif des statines, c'est-à-dire du fait que il sera de plus en plus difficile pour les laboratoires pharmaceutiques de produire des milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année sur ces médicaments. Mais en raison aussi tout de même de l'inquiétude des autorités de santé qui, dans tous les pays développés, sont de plus en plus conscients du coût invraisemblablement croissant des dépenses de santé et qui sont à la recherche des moyens de réduire ces coûts. Je pense que quand même, petit à petit, il va y avoir un choc en retour et que dans 10 ans, dans 15 ans,
le paysage sera totalement différent. Ce qui sera intéressant de voir, c'est si la théorie du cholestérol elle-même, c'est-à-dire cette idée qu'un taux élevé de cholestérol est mauvais pour la santé, résiste malgré tout au temps ou pas. C'est-à-dire le mythe d'origine, celui qui existe depuis les années 50. Oui, mais alors là-dedans, eh bien, on pourrait s'imaginer que les organismes officiels en France, si vous voulez, vous avez un certain nombre de commissions, je ne vais pas les citer parce qu'elles pourraient ensuite se retourner contre moi, mais vous les connaissez, qui elles-mêmes sont composées d'experts et qui naturellement hurlent avec les loups. Enfin, il faut prescrire des statines, enfin c'est quand même hallucinant. Peut-être un jour, je pense que le sursaut pourrait provenir du monde politique. Si on leur affirme, avec pièces à l'appui, avec publication, avec démonstration, que la plupart des prescriptions de statines, alors pour être poli, monsieur, le professeur Even vous disait 99%, mettons, laissons 1% qui pourrait servir à quelque chose, ne servent à rien, eh bien, on peut leur dire, mais écoutez, comme ça, vous faites 2 milliards d'euros d'économie. Vous croirez qu'ils mordront à cet argument? Bah, le monde politique est dans l'ensemble très médiocre. Je pense qu'il faut plutôt, mais effectivement, je pense que vous avez raison. Il y a un moment quand même où trop c'est trop, et devant, par exemple, le gouvernement français actuel qui ne sait pas comment faire pour réduire le déficit public, eh bien, il a là quand même un moyen, parmi d'autres, d'agir. On pourrait peut-être lui proposer de dérembourser les statines, ça serait une idée excellente. Par exemple, encore que là, si vous voulez, sur les statines, moi, je ne suis pas médecin, je crois quand même que la constatation selon laquelle les statines sont utiles pour les malades qui ont déjà eu un infarctus. Bon, je sais que Philippe Even n'est pas forcément de cet avis, mais là, il y a quand même, me semble-t-il, beaucoup de gens qui, même parmi les critiques de la théorie du cholestérol, qui considèrent que ce serait quand même dangereux de nier cet effet. Effet d'ailleurs qui, s'il n'est pas imputable à la baisse du cholestérol, est imputable à d'autres causes sur lesquelles des laboratoires de recherche travaillent de manière intensive. Et donc ça c'est envisageable. Mais les statines, si vous voulez, en revanche, dérembourser les statines en action préventive, c'est-à-dire pour les malades qui sont des malades potentiels ou des malades avérés mais qui n'ont pas eu d'accident grave. C'est-à-dire, vous savez, selon le Knock, le triomphe de la médecine, tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que vous allez voir votre médecin, vous dites pour un examen de routine, il vous dit, oh là là, votre taux de cholestérol est un petit peu élevé, je vais vous prescrire une statine. C'est cela dont il s'agit. Je crois que la formule de Knock, elle reste Jules Romain, elle reste hélas. Écoutez, monsieur Olivier Postel-Vinet, je voulais vous remercier pour vos commentaires extrêmement éclairés. Peut-être, est-ce que vous pourriez donner la référence précise du numéro de la revue de façon à ce qu'on puisse essayer de se le procurer? Est-ce que vous l'avez en tête? Le numéro de la recherche? C'est pas la recherche, hein, c'est Books. Books. C'est Books, c'est le magazine Books, qui est donc un mensuel. Le numéro actuel en vente est sur la mémoire. Et là, c'était le numéro de février. Le numéro de février. Bien, écoutez, merci. Nous allons nous le procurer et je vous remercie de tous ces commentaires et d'avoir bien voulu parler à notre radio. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à m'exprimer. Au revoir, monsieur Postel. Au revoir, monsieur. Au revoir. Peut-être avant que nous passions à la suite, vous pourriez nous dire qui nous sommes. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des sciences et techniques animé par Paul de Vels. Nous recevons aujourd'hui le professeur Philippe Even, ancien doyen de la faculté de médecine de Necker, président de l'Institut Necker, professeur émérite des universités et biochimiste de formation. Auteur du livre La vérité sur le cholestérol, édité aux éditions du Cherche le Midi en 2013. Le thème de ce soir est le cholestérol, la vérité sur le cholestérol. Professeur Even. Oui, si vous me permettez, vous venez d'avoir un long échange avec Olivier Postel-Vinet, qui connaît bien le sujet. Hein, et vous me permettrez en 3 phrases de résumer pour
concentrer l'attention des auditeurs. Il y a eu en effet 2 phases. Une erreur médicale d'interprétation des faits que vous avez raconté, qu'on a décrit tout à l'heure, qui a duré des années 50 aux années 85-90. Et puis là, l'industrie pharmaceutique, qui en effet était innocente au départ de cette erreur, l'industrie pharmaceutique a découvert par hasard, comme c'est souvent le cas, une découverte magnifique, des molécules qui bloquaient la synthèse du cholestérol. Et aussitôt, elle a su instrumentaliser l'erreur médicale antérieure. Elle a su établir le cholestérol comme une maladie. Et elle a fabriqué cette maladie. Elle a ouvert un marché dans lequel toutes les grandes firmes se sont engouffrées et qui ont abouti à ces ventes fabuleuses de 25, une année même 30 milliards de dollars de recettes. De recettes, faut pas se tromper, ça leur coûte rien du tout à fabriquer. C'est fait par des champignons qui le font très gratuitement. Les statines, ça n'a rien coûté du tout à fabriquer, 5% peut-être. Tout le reste, c'est du bénéfice à l'état pur. Ça a été, pour les grands laboratoires pharmaceutiques, la source principale de revenus. Alors on pourrait, professeur Philippe Even, citer un cas exemplaire, c'est de la grande société pharmaceutique Merck. Alors Merck, en 1994, prétend que son produit phare, qui est le Vioxx, eh bien, réduit de 30% les mortalités par statine. Non, pas le Vioxx, la simvastatine ou Zocor. Et en fait, il y a justement dans cette affaire, mais justement le Vioxx. Le Vioxx, c'est le médicament qui est... Alors peut-être vous un mot pour préciser, parce qu'il y a de quoi se perdre. Hein. La société Merck est une des très grandes, surtout à l'époque, elle était plus importante qu'aujourd'hui. La société Merck avait mis sur le marché un antirhumatismal qu'elle avait paré de toutes les qualités, qui s'appelait le Vioxx. Et pourtant, pour tous les médecins un peu informés, on voyait bien que par rapport à l'ibuprofène, aux anti-inflammatoires d'avant, ça comportait des risques cardiaques a priori. Merck a dit il n'y en a pas. Elle l'a mis sur le marché. Le résultat des courses, ça a été aux États-Unis 40 000 morts par maladie cardiaque. On cite de l'ordre de 150 à 200 000 morts. À mon avis, c'est très exagéré. Ça a déjà 40 000, mais vous avez raison, ça a été dit aussi. Le résultat des courses, ça a été aussi pour la société Merck, à ce moment-là, double. Premièrement, une chute de valeur boursière vertigineuse. Deuxièmement, 5 milliards de dollars d'amende imposés par les tribunaux américains. Merck a été déstabilisé par cette affaire. Mais ça a eu une deuxième réaction, c'est que les organismes internationaux qui contrôlent le médicament, et en particulier la Food and Drug Administration aux États-Unis, sont devenus très exigeants, pas assez encore, mais beaucoup plus en tout cas qu'avant, sur l'honnêteté des études cliniques. Et en particulier, à partir de 2003 ou 2004, au moment de l'affaire Vioxx, il a fallu que les experts disent leur lien avec l'industrie pharmaceutique. Et ils ne peuvent plus, aux États-Unis, écrire une ligne ou parler à un congrès sans dire d'abord quel lien ils ont avec l'industrie. Et c'est d'ailleurs aussi la loi en France depuis 2002. C'est d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, au cours de cette émission, comme la loi me l'impose, que je n'ai aucun lien avec l'industrie pharmaceutique. Je ferme la parenthèse. Donc ça, c'était ça l'histoire Vioxx. En même temps, même un peu avant, Merck avait développé une statine, qui était une copie très simple. C'est le Zocor. C'était le Zocor, ou simvastatine, si vous préférez. Et elle a fait réaliser une étude clinique assez stupéfiante. Ça se passe en 1994. C'est une étude qui a été appelée 4S, parce que ça voulait dire Scandinavian Study, simvastatine, je ne sais plus quoi. 4S. Et cette étude montrait, menée en Finlande essentiellement, une réduction de 42% de la mortalité cardiaque grâce à leur statine. Ça a été un coup de
tonnerre, tous les cardiologues y ont cru. Ils croyaient au mythe du cholestérol, voilà une molécule qui baisse le cholestérol, elle diminue de 42% la mortalité. Eh bien, on en est resté là, et ils en sont restés là. Je puis vous dire que je suis aujourd'hui, avec beaucoup de modestie, à mon avis, avec Michel Delorgeril, le seul médecin ou chercheur, comme vous voudrez, indépendant de l'industrie, qui ait réellement lu, analysé dans le détail toutes les études qui ont été faites sur les statines. C'est triste à dire, se retrouver le seul, après 20 ans que les statines sont sur le marché, devant des milliers de cardiologues, 1 millier de cardiologues français au bas mot. Donc je puis vous le dire, parce que j'ai fait l'enquête, aucun n'a pris la peine de remonter aux sources et de relire réellement les essais cliniques et leurs résultats. Ils sont tous tellement croyants du mythe qu'il leur suffit d'un titre, d'un commentaire, d'un bavardage de couloir dans les congrès pour se conforter dans leur idée, que le cholestérol est dangereux et que, les statines sont les sauveurs de l'humanité. Vous avez vu les phrases dans le livre que j'ai donné. Oui, la plus grande découverte de la médecine moderne, une molécule miracle, une série de phrases absolument délirantes. Parce que cette étude 4S, avec 42% de diminution de la mortalité, n'a jamais été reproduite. Il y en a eu 2 après, on a trouvé 20% de réduction de la mortalité. Et puis, il y en a 26 autres derrière, où on n'a jamais retrouvé depuis. Et c'est pas étonnant parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les règles sont devenues plus serrées. Plus jamais on a retrouvé d'effet sur la mortalité. Les statines ne réduisent pas la mortalité cardiaque. C'est un fait scientifiquement démontré. C'est pour ça que vous avez eu une discussion avec Olivier tout à l'heure sur qu'est-ce qui va se passer maintenant. Je suis beaucoup moins pessimiste que lui. Je pense que l'allumette a été mise et que maintenant, petit à petit, les langues vont se délier, les esprits ouverts, il y en a beaucoup, et honnêtes, vont remonter aux sources, que les chiffres vont parler d'eux-mêmes parce qu'ils sont écrasants. Je suis donc plutôt optimiste, je veux dire. Alors c'est vrai, je ne sais plus, c'est vous, Olivier, qui l'avez dit tout à l'heure, le paysage va changer. Les statines, dans 3 mois, ça ne rapporte plus rien à l'industrie ou des queues de cerise. C'est les génériqueurs qui vont empocher ce qui reste d'argent. Donc les grandes firmes, avec toute leur puissance, leurs 3 000 milliards de capitalisation boursière, leur infiltration dans toutes les structures, de tous les États, à tous les niveaux qui prennent des décisions, elles sont partout présentes. Elles sont présentes même, comme on le voit bien aujourd'hui, chez un ancien ministre du budget. Donc elles sont partout. Elles vont se désintéresser des statines. Et même, elles vont commencer à tirer dessus en disant qu'au fond, ce n'était pas si efficace que ça. Et elles vont essayer de nous proposer de nouveaux médicaments contre le cholestérol. Autrement dit, le mythe du cholestérol dangereux, elles feront tout pour le maintenir. Mais les statines, c'est fini, elles sont mortes. Mais pour revenir, pour abonder dans votre sens, je vais citer également ce que j'ai trouvé dans cette littérature comme référence. Il y a la fameuse affaire de Enhance. Enhance, ça veut dire en anglais, je m'excuse encore pour l'usage de cette langue, ça veut dire améliorer, augmenter. Alors cette affaire, cette étude a été faite pendant plusieurs années, jusqu'en 2007, et ça concerne les sociétés Merck et Schering-Plough. Et ça provoque, justement, ça concerne le Vytorin, ça concerne aussi la simvastatine, qui est vendue sous le nom de Zocor, et l'ézetimibe, qui est vendu sous le nom d'Ezetrol. Alors cet essai clinique Enhance a fait intervenir 720 patients. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que cette étude n'a montré aucune amélioration des lésions artérielles. Au contraire, une augmentation chez les patients qui recevaient des statines, c'est-à-dire leur lésion artérielle augmente, malgré le fait qu'il y avait, en fait, la statine servait à diminuer le taux de cholestérol. Et alors ça donnait lieu à la déclaration d'un grand médecin américain, qui est le professeur Shah, qui est le directeur de cardiologie du Cedars-Sinai Medical Center de New York. Et alors, il dit, est-ce que la théorie du mauvais cholestérol LDL est encore applicable avec l'essai Enhance? Je suggère à nos auditeurs d'aller voir leur médecin et de voir s'ils ont
entendu parler de l'essai Enhance. Ce qui est quand même intéressant, c'est que malgré tout, l'information a du mal à passer. Alors qu'est-ce qui est responsable de ça? Est-ce qu'on peut, si vous voulez, attaquer un petit peu gentiment, parce qu'il ne faut pas être trop méchant, la Société française de cardiologie, par exemple? Peut-être pas. Mais bon, ces gens sont certainement très honnêtes dans leur défense de la prescription du cholestérol. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Beaucoup de mal. Bon. J'en pense beaucoup de mal. Il faut comprendre comment marche le système. Vous avez bien compris. Une erreur médicale. L'industrie pharmaceutique découvre des molécules qui pourraient lui ouvrir un marché. Elle fabrique une maladie qui n'existe pas. Le cholestérol. Elle lance les statines. Elle gagne beaucoup d'argent. Elle peut gagner beaucoup d'argent à condition qu'il y ait des confirmations de l'effet sur les maladies cardiaques, qu'il y ait une réduction de la mortalité des accidents. Et il n'y en a pas. Elle a beau, c'est une chose qu'il faut que les Français comprennent. Quand une industrie met sur la table 200 à 500 millions de dollars pour un essai clinique portant sur des milliers de malades suivis 5 ans, elle ne peut pas se tirer une balle dans le pied. Il faut que le résultat soit positif. On aura donc des falsifications à toutes les étapes. À toutes les étapes. Je les ai analysées dans mon livre. Lorgerie l'avait fait aussi dans le sien. Tous les gens sérieux sont d'accord sur ces falsifications. De façon à pouvoir présenter à la sortie un petit résultat, quelque chose qu'on puisse vendre. Et c'est ça qu'a fait l'industrie pharmaceutique. Mais pour ça, il lui fallait des médecins à sa botte. Vous avez parlé des ghostwriters tout à l'heure. Mais ensuite, il y a les porte-voix, tous les médecins qu'elle subventionne, qu'elle paye, qui deviennent des experts, qu'elle fait parler dans les congrès. C'est elle qui organise les congrès, les paye. Qu'elle publie dans les journaux, ne vous y trompez pas. Des congrès médicaux qui ont lieu que sur des croisières. Oui, mais pas toujours. Oh, c'est pas un Liétard, c'est sûr. Hein. Bon, mais je veux dire qu'elle tient toute l'information, plus toute la presse, les journaux dépendent d'elle, soit par la publicité, soit elle en est directement la propriétaire. C'est le cas de beaucoup de journaux français, par exemple. Mais pour être plus efficace encore, il ne suffit pas des visiteurs, des journaux, des congrès. Il faut que les agences de santé de l'État, vous avez dit qu'on ne dirait pas leur nom, on ne dit pas leur nom, que les agences de l'État participent à cette véritable intoxication des médecins et leur tiennent le porte-plume pour qu'ils prescrivent les statines. Il faut donc que nos agences, les nôtres, les européennes, les américaines, publient tous les 2-3 ans des recommandations. Aux États-Unis, on appelle ça des guidelines, qui disent aux médecins comment il conviendrait de traiter le cholestérol. Très bien, mais qui sont les experts de ces agences? Ils viennent d'où? Ah ben, c'est les représentants de la Société française de cardiologie, de la Fédération française de cardiologie, de la Fédération française des maladies vasculaires, de la Société française d'athérosclérose, etc. Pourquoi pas? Ils sont censés être compétents. Le problème, c'est qu'une analyse récente qui a été publiée par le docteur François Festi a montré que, au niveau européen par exemple, mais c'est pareil en France et en Amérique, 19 experts émettent les recommandations. 18 sont liés par des contrats de consultance très élevés avec l'industrie pharmaceutique, tellement élevés que le dernier président a dû démissionner devant le scandale. Ça se passe il y a 3 ans. Vous faites allusion au professeur Alexandre? Non, je ne parle pas de la France, là je passe au niveau européen. Oui. Paul Dermans, qui s'appelait, peu importe son nom d'ailleurs, il a dû démissionner, il était remplacé. Je dirais, je citais le nom du professeur Alexandre parce que j'ai lu dans le journal qu'il était mis en examen pour un problème de ce type. C'est quelqu'un qui a été très éminent dans Tout à fait, vous avez raison, c'est une analogie qu'on peut faire. Le fait d'être mis en examen ne signifie pas culpabilité. Non, bien sûr. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout, parce que les recommandations étant écrites par ces 19 experts, elles ne sont pas publiées tout de suite. On les soumet, dans le cadre d'une attitude absolument scientifique, vous l'imaginez bien, à des relecteurs. 27 relecteurs les relisent. 26 sont sous contrat avec l'industrie. Je peux donner comme exemple l'un de mes contradicteurs sur ce livre, qui est professeur de cardiologie à Paris, je ne donnerai pas son nom, il se reconnaîtra très bien. Cet homme est aujourd'hui à la tête de 19 contrats avec les grandes firmes. Il est membre du conseil
de direction de 6 grandes sociétés pharmaceutiques. Il a monté une structure qu'on appelle un registre, peu importe le nom, qui est une sorte de multinationale où 11 médecins comme lui de différents pays ont recruté dans 38 pays 5400 médecins qui eux-mêmes ont recruté 40 000 malades et qui, grâce à cet outil, je vous dis, c'est une véritable multinationale. J'oubliais de vous dire qu'elle est financée par 2 grands laboratoires. J'invente pas, c'est écrit partout, il suffit de chercher, c'est publié. Eh bien, à quoi ça sert? C'est formidable. 38 pays, il y en a 19 qui sont des pays riches, comme nous, pays occidentaux. Ça sert à repérer les secteurs où telle maladie ou telle autre maladie est moins traitée qu'ailleurs. Il faut que partout on arrive à 80% au moins de pénétration d'un médicament. Et là, il y en a 40, et là, il y en a 40. Dès que les secteurs sont identifiés, l'industrie pharmaceutique se jette par ses actions de marketing et de lobbying pour arriver à homogénéiser à 80% partout. Et dans les pays pauvres, à quoi ça sert? Ah, c'est aussi intéressant, ils n'ont pas d'argent, eux. Mais on offre à l'industrie pharmaceutique une structure pour faire des essais cliniques sur d'autres médicaments. Il y a le réseau de médecins, il y a le réseau de malades, ils sont suivis, ils se connaissent. On monte un essai en un minimum de temps, et naturellement, le temps, c'est de l'argent pour l'industrie. Vous avez bien compris que quand un médicament rapporte 1 milliard par an de dollars ou 3 mois de retard, c'est pas grand-chose. Si, c'est 250 millions de dollars. Donc il faut aller vite. Et grâce à ces registres, on peut fournir à l'industrie le moyen de faire très vite des essais. Ça s'appelle aux États-Unis les Contract Research Organization, les CRO. C'est elles qui contrôlent tout le marché des essais de médicaments aujourd'hui. Eh bien, l'homme qui, aujourd'hui, est le principal défenseur du dogme en France et de l'utilité des statines, dont il ajoute d'ailleurs qu'elles ne sont pas dangereuses et qu'elles ne sont pas chères, c'est magnifique. Cet homme, il a ses 19 contrats, il a ce réseau registre international, il est la source des recommandations de la Société française de cardiologie et donc de celles qui émanent de nos agences. Eh bien, ça marche partout, la même chose. Très bien. Alors, professeur Philippe Even, bien entendu, je sais exactement à qui vous faites allusion et son nom est sur le bout de ma langue, mais bien entendu, nous ne le prononcerons pas. C'est assez facile à trouver. Mais je voudrais continuer parce que, pour dire que ce n'est pas seulement l'affaire Enhance, il y a par exemple d'autres essais, il y en a des quantités. J'en ai fait répertorier toute une liste parce qu'il faut que vous me pardonniez, professeur Even. Comme je suis statisticien, j'aime bien regarder les essais cliniques. Eh bien, il y a par exemple l'essai Corona en 2007 qui a fait étudier 5000 patients cardiaques de plus de 60 ans. Et là, les statines utilisées ont baissé le mauvais, entre guillemets, cholestérol de 45%. Mais par contre, il y a eu 487 décès dans le lot traité par les statines et 480 dans le lot non traité. Alors on se demande effectivement à quoi ça sert, mais essentiellement, la conclusion, c'est que ça ne sert à rien. Je peux dire un mot? Oui, je vous en prie. Parce que vous dites la conclusion, c'est que ça ne sert à rien. C'est notre conclusion à nous, hommes probablement normaux, me semble-t-il. C'est pas la conclusion des auteurs. Et j'ai cité dans mon livre, et c'est repris un peu partout maintenant, la conclusion d'un article qui était la suivante. Il n'y a que 2 lignes. Hein. Bien que nos résultats soient négatifs, ils ne contredisent pas l'utilité du traitement par les statines de tous les malades à risque cardiaque. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique, oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, disons, désavouer le dogme. Alors, écoutez, il nous reste un petit quart d'heure, une dizaine de minutes peut-être, oui. Et nous allons, si vous voulez bien, donner la parole aux auditeurs qui nous ont envoyé des tas de questions pour, naturellement, respecter l'usage de cette radio. Alors, monsieur Étienne Chaudron, d'abord rappelez qui nous sommes, rapidement, enfin en résumé, et ensuite lisez les questions des auditeurs, je vous prie. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des sciences et techniques animé par Paul de Vels, sur le thème du cholestérol. Nous recevons aujourd'hui le professeur Philippe Even, ancien doyen de la faculté de médecine de Necker, président de l'Institut Necker, professeur émérite des universités
auteur de La vérité sur le cholestérol, édité aux éditions du Cherche Midi en 2013. Alors, vous n'avez pas parlé tout à l'heure de la notion de bon ou mauvais cholestérol de façon précise, donc il y a un certain nombre de questions sur la fiabilité de cette notion. Une question sur les cardiologues. Un auditeur de Radio Courtoisie demande pourquoi n'intervenez-vous pas devant les cardiologues dans les congrès de cardiologie. Une question aussi, alors plus personnelle celle-ci. Toute ma famille avons du cholestérol à la naissance de 5 grammes. Le professeur Even n'en parle jamais. Que conseille-t-il? Nous prenons tous une statine. Que proposez-vous? Une question un peu plus polémique. Un auditeur vous fait remarquer que vous défendez certes, vous mettez en cause les médicaments anti-cholestérol, mais en même temps vous défendez les génériques. N'y a-t-il pas une contradiction? Attendez, je pense qu'il faut qu'on arrête là parce qu'il y a beaucoup de Allez-y. Mais avant cela, nous ne défendons absolument pas les génériques. Et je pense que cet auditeur a mal entendu. Simplement, le professeur Even a signalé que beaucoup de statines Princeps allaient passer en générique, et de ce fait, ça entraînerait des bénéfices moins importants pour les entreprises qui les ont conçues, et elles mettraient moins d'énergie à faire du lobbying pour les vendre. Voilà, je réponds un peu à votre question, mais là, vous avez des questions, à mon avis, une question importante, et sur laquelle j'aimerais que vous puissiez parler, c'est celle qui concerne le bon et le mauvais cholestérol. J'y vais tout de suite, parce que c'est à la fois compliqué et simple. Le cholestérol, pour l'essentiel, il est fabriqué par le foie. Celui qu'on absorbe, on s'en moque complètement. Si on n'en mange pas, on le fabrique. Et si on en mange beaucoup, on en fabrique moins. Ça s'équilibre tout seul. C'est le foie qui le fabrique. Et il le fabrique au service de tout notre organisme. Alors, il l'exporte vers tous nos tissus, et y compris nos parois artérielles. Tous les tissus. Pourquoi il l'exporte? Parce que nos tissus ne pourraient pas vivre sans cholestérol. Et pour cette exportation, notre cholestérol est porté sur ce que vous avez décrit tout à l'heure, les LDL, les low densité lipoprotéines. Alors on appelle ça dans le mythe. Je vous interromps, c'est le vocabulaire consacré. Oui. LDL, c'est protéines graisseuses à densité faible, et HDL, c'est protéines graisseuses à haute densité. Oui. LDL et HDL. C'est pas commode comme truc, mais enfin, c'est simple l'histoire. Hein. Les LDL, il y a un peu de protéines et beaucoup de graisse. Donc c'est léger, les graisses c'est léger. Et c'est ça qu'on a appelé, dans le cadre du mythe du danger du cholestérol, c'est les LDL qu'on a appelé le mauvais cholestérol. Puisque, à partir du moment où on décrète le cholestérol est mauvais, le mouvement qui le transporte du foie vers les tissus est dangereux. Dès lors que le cholestérol est dangereux, l'exportation vers les tissus est dangereuse. C'est donc le mauvais cholestérol. Bon, une fois que le cholestérol arrive dans les tissus, les cellules qui en sont affamées vont l'utiliser pour fabriquer leurs membranes et plein d'autres choses. Et le surcroît, elles le renvoient au foie. Et elle le renvoie au foie sur des petites particules qui sont les high density lipoprotéines, les HDL. Et alors, puisque les tissus se débarrassent de cholestérol et le retournent au foie, on a dit, ça c'est du bon cholestérol, ça épure les tissus. Il y a celui qui arrive, et voilà, qui est mauvais, et celui qui s'en va, qui est bon. C'est un peu la simplification. Oui, sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que celui qui est soi-disant bon, le HDL, revient vers le foie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pour l'essentiel, il n'y rentre pas. Il redonne le cholestérol au LDL. Il retourne sur le mauvais cholestérol. Et à partir de là, il reprend le circuit, il retourne au tissu, etc. Autrement dit, ce n'est pas un circuit foie-tissu-foie, c'est un circuit foie-tissu, un peu au foie, mais retour au tissu, etc. C'est un cycle permanent. Autrement dit, les HDL ne sont pas du tout du bon cholestérol, ils ne sont pas du tout protecteurs, et les études épidémiologiques, vous l'avez signalé tout à l'heure, qui ont été faites à propos des HDL, montrent qu'il n'y a pas de relation positive, favorable pour nous, entre les HDL et la mortalité cardiaque. Et pire que ça, très récemment, ça date d'il y a 6-8 mois,
un auteur a montré qu'il y avait 2 types de HDL. Et il y avait un type de HDL qui était, au contraire, particulièrement toxique. Autrement dit, le mythe du bon et du mauvais cholestérol ne tient absolument pas la route. Il faut absolument l'oublier. Et mon point de vue, vous l'avez bien compris, tout le cholestérol est bon. Et vous-même avez dit tout à l'heure, vous avez bien dit qu'en dessous d'un certain taux, on ne survit pas. Et je voudrais terminer par juste une petite phrase épidémiologique. Dans le Sahel, ou chez les aborigènes australiens, le cholestérol est tout juste à 1,50 g. Dans ces 2 populations, l'athérome est majeur et les accidents vasculaires les plus fréquents. Je le dis, c'est un petit point d'épidémiologie, mais qui a été récemment mis en évidence. Ça confirme l'absence de toute relation entre cholestérol et maladies cardiovasculaires. Alors, la deuxième question concernait... Il y a toute une famille qui, génétiquement, ont 5 grammes. 5 grammes, ça paraît quand même beaucoup. Ah oui. Alors, je vais vous dire. Là, c'est une maladie qui s'appelle l'hypercholestérolémie familiale. Il y en a 2 ou 3 autres très rares. C'est avant tout cette maladie-là. Le plus souvent, elle ne s'exprime que sur... Vous savez qu'on a des paires de chromosomes, un du père, un de la mère. En général, le malade n'a qu'un chromosome anormal, l'autre est normal, et c'est ce qu'on appelle, je suis désolé des mots, une forme hétérozygote, une forme partielle, si vous voulez. C'est relativement fréquent, il y en a à peu près 100 000 personnes en France, et elles ont un cholestérol entre 3 grammes et 5 grammes, quelquefois 6, ça va rarement aussi loin. Et puis, il y a la forme hétérozygote, le malheureux enfant qui a eu la malchance de récolter et de son père et de sa mère une anomalie génétique. Il est homozygote, comme on dit, et là, le cholestérol, c'est 6 grammes, 8 grammes, 10 grammes, 11 grammes. Et ce sont des manifestations vasculaires majeures dès l'enfance avec des accidents graves. Eh bien, ces 2 maladies n'ont rien à voir avec l'athérome, rigoureusement rien, c'est une maladie à part. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sur les formes homozygotes, 2 points, rien. En dehors des épurations rénales en sortant le sang, en l'épurant 2 fois par semaine, on ne peut rien faire et c'est tout à fait tragique. Dans les formes hétérozygotes, 100 000 Français, ils ont 3 à 5 grammes. Je me coupe en 2. Je suis médecin, je suis scientifique. Comme scientifique, je regarde les résultats des très rares études qui ont été faites. Est-ce que les statines améliorent l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote? La réponse scientifique est malheureusement non. Mais je suis médecin aussi. Il y a l'angoisse des malades. Il y a ce qu'ils croient, dont il faut tenir compte. Ils croient au danger du cholestérol. Ils savent que des statines réduisent le cholestérol. Ils demandent à être traités. Il faut faire quelque chose pour eux. Alors, je prends ma plume et je fais une ordonnance de statine pour ce groupe particulier de malades, tout en sachant que scientifiquement, il n'y a rigoureusement aucun effet démontré et que c'est au bénéfice du doute que je propose cela à ces malades parce que je n'ai rien d'autre en l'état actuel à leur proposer. Alors c'est clair que, si vous voulez, l'aspect plat, c'est-à-dire l'inefficacité totale des statines, enfin, disons, l'influence nulle du cholestérol, c'est lorsqu'on est dans une fourchette. Bon. Peut-être que si on était à 0,3 g de cholestérol et encore vivant, quand est-ce qu'on meurt? À peu près à 1? En dessous d'1,3 g, ça commence à être 1,3 g. Bon, alors à ce moment-là, il faudrait peut-être augmenter le cholestérol. Et si on était à 7 ou 8 grammes, il faudrait presque le diminuer. Mais dans toute la partie, je dirais, entre 2 grammes et 3 grammes, c'est complètement plat. Et donc là-dessus, c'est là-dessus que les médecins font une prescription complète. Il faut dire sans doute les personnes qui sortent trop du moule humain en ayant un cholestérol extrêmement bas ou extrêmement élevé, ce sont plus des cas particuliers que la solution générale. Nous parlons surtout pour les millions de patients qui ne sont pas malades et auxquels on donne des prescriptions de cholestérol soi-disant pour prévenir leur maladie cardiaque. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis complètement d'accord. Je suis content que vous le disiez même. Parce que, enfin, mettons 5 millions en gros de Français. C'est autant que les Américains. Ils sont à 25 millions, mais ils sont 5 fois plus nombreux. Donc on fait aussi bien. Les Anglais sont qu'à 3 millions. Oui. Or, il faut le répéter, les gens ne le savent pas.
les maladies cardiovasculaires artérielles, celles qui nous préoccupent, elles sont 3 fois plus fréquentes en Angleterre et aux États-Unis qu'en France. Autrement dit, on consomme autant que les Américains, plus que les Anglais, pour des maladies, chez nous, 3 fois moins fréquentes. On est dans le délire de consommation totale. Professeur Even, nous allons devoir nous interrompre au milieu de notre émission et je donne rendez-vous aux auditeurs pour la suite de notre émission. Nous avons encore beaucoup de problèmes à étudier, en particulier l'origine de l'athérome, et nous espérons que nos auditeurs continueront leur écoute sur cette discussion passionnante sur le cholestérol.